Je roule vers Toulouse. Je vais au CRAS pour la présentation d'une brochure « On n'écrit pas d'histoire avec une gomme ». Le CRAS est une association qui gère un fonds d'archives d'histoire sociale. Cette brochure parle d'une tuerie qui a eu lieu en Ariège le samedi 15 juillet 1944, soit quelques semaines avant la libération du département, dans un hameau nommé La Casas, chez une famille de réfugiés espagnols. La tuerie de La Casas. Je connais La Casas, c'est à 3 km de chez moi, et pourtant, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Je suis bien curieuse. Et là, je découvre cette histoire oubliée, cette mémoire effacée. Je comprends mieux le titre « On n'écrit pas d'histoire avec une gomme ». Mais avant de vous raconter cette terrible nuit, nous allons rejoindre l'auteur de cette brochure, de cette enquête. Je m'appelle Ángel Carballeira, je suis fils de réfugiés politiques espagnols, arrivé en France en 1939. Moi-même, je suis né en 1942 et j'ai vécu à Toulouse jusqu'à l'âge de 25 ans. Le soulèvement franquiste en Espagne, le 18 juillet 1936, provoque d'abord ce que l'on a appelé la guerre d'Espagne, puis le départ de plusieurs vagues de réfugiés vers la France. Ces 3 terribles années de guerre civile ensanglantent toute l'Espagne. En janvier 1939, la chute de Barcelone annonce déjà la défaite totale du camp républicain. Près d'1 demi-million de personnes choisissent l'exil pour éviter la répression féroce qui s'annonce. Ils et elles franchissent les Pyrénées dans de terribles conditions. Après avoir franchi la frontière, des familles entières, souvent séparées, sont enfermées et parquées par le gouvernement français dans différents camps, officiellement appelés alors camps de concentration. Enrel, pourquoi t'es-tu intéressé à cette histoire ? Par hasard, je vais à une commémoration à la gloire des républicains espagnols à Cahors. Je trouve que c'est une très bonne idée de baptiser une place de Cahors, place des républicains espagnols. Ah, mais subrepticement, à cette plaque est rajoutée une plaque en hommage aux guérilleros espagnols, FFI et autres combattants de la liberté morts pour la France. Et la deuxième plaque m'interpelle. En effet, si guérilleros sent un peu le parfum, un peu de la résistance, etc., guérilleros avec une majuscule est le type même d'organisation stalinienne, et donc on va honorer en même temps que les républicains espagnols, on va honorer les staliniens espagnols. Et ça me reste vraiment en travers de la gorge. Donc, dès mon retour à Toulouse, je commence à approfondir le problème et un des points que je connais un peu pour avoir connu des gens de l'Ariège qui avaient vécu cette époque-là, je vais être interpellé par ce qui s'est passé à La Casas le 15 juillet 1944, c'est-à-dire une tuerie où une famille entière, plus des amis, ont été décimés par les staliniens de la Hounet. Mais avant de vous raconter cette tuerie, remettons-nous en mémoire le contexte historique et politique de cette époque. Grâce à ses livraisons d'armes et à la présence de ses conseillers, l'intervention soviétique dans la guerre d'Espagne donne au PCE, jusque-là un parti très minoritaire, les moyens de se développer. Les communistes accèdent ainsi à des postes importants de commandement militaire et policier. Dans les circonstances chaotiques de l'exil en France et de l'occupation allemande, le PCE se réorganise très vite grâce notamment au parti frère, le PCF, très puissant à l'époque. En novembre 1942, les dirigeants du PCE créent en France
une organisation spécifique, l'UNE. Son but est de rassembler largement sous sa direction tous les réfugiés espagnols antifranquistes jusqu'aux monarchistes. Cette étrange alliance du PCE avec la droite traditionnaliste a amené les anarchistes, les socialistes et les partis de gauche non staliniens à se regrouper dans une alliance démocratique espagnole, devenue Junte espagnole de libération en octobre 1944. Pour les non-staliniens, la liberté de participer ou non à la résistance dans l'UNE relevait d'un choix uniquement individuel. L'UNE a créé en 1944 l'AGE, un corps armé qui participe à la résistance en France avec, comme objectif final, renverser le franquisme et reconquérir l'Espagne avec le soutien des Alliés. Cet outil militaire s'adresse prioritairement aux Espagnols vivant en France. Elle représente une force d'environ 8 000 à 10 000 personnes dans les départements pyrénéens. Plutôt que d'intégrer l'AGE, de nombreux et nombreuses réfugiés espagnols non staliniens préfèrent rejoindre les multiples organisations de la résistance française et anglaise. Instantanément, ils sont taxés de traîtres par les staliniens. Ils et elles participent à la résistance dans des réseaux divers et variés, dans des maquis de toute obédience et de passage de frontières. L'AGE s'autodissoudra en juin 1945. Pourquoi les organisations politiques et syndicales espagnoles non staliniennes étaient plus que méfiantes envers l'UNE? À cause de son sectarisme et sa prétention à diriger tout mouvement unitaire sur le territoire français. À cause de son alliance sans aucun état d'âme avec la droite la plus réactionnaire. Et parce que, tout au long de son histoire, le PCE, fidèle serviteur de Staline, développe une persécution acharnée contre tous ceux et celles qui ne rentrent pas dans la ligne, aussi bien dans son propre parti que dans le camp de ses alliés. N'oublions pas, en mai 1937, les forces gouvernementales catalanes et les staliniens lancent un assaut sur la centrale téléphonique de Barcelone, contrôlée par la CNT, bilan 500 morts. À cause de l'intervention des troupes du général Lister dans les destructions de collectivités libertaires de Catalogne et d'Aragon en août 1937. Lister est un dirigeant du PCE. Et enfin, à cause de la signature du pacte germano-soviétique d'août 1939, qui constitue un coup de poignard dans le dos pour les républicains espagnols. Hitler a les mains libres pour attaquer la Pologne. La France et l'Angleterre déclarent alors la guerre à l'Allemagne. Revenons à notre histoire. Voici le scénario possible de la tuerie. La famille Roy, réfugiée espagnole libertaire, habite le hameau de La Casas, situé à environ 2 km de Castelnau-d'Urban. Cette famille comprend Ricardo, 42 ans, le père, Palmira, la mère, et leurs 2 petites filles. Dans la soirée du samedi 15 juillet 1944, la famille fête la naissance de leur fille Isabelle avec des amis. Ce soir-là, Ricardo n'est pas là. Son absence reste inexpliquée. Il a dû sentir ou apprendre que quelque chose se tramait à son encontre. Il ne rentre donc pas chez lui. Ce que n'avait pas prévu Ricardo, c'est que le tueur en arriverait à ce degré d'abjection et de sauvagerie. Ricardo, pendant la guerre civile, s'est engagé dans la colonne libertaire Tierra y Libertad. Et après la militarisation des milices en 1937, il devient capitaine dans cette unité. Il constitue une recrue de choix pour l'AGE, compte tenu de sa maturité, de son passé de combattant et surtout de son influence sur ses compatriotes. Il est aussi un réfugié très intégré dans l'environnement du village. Approché à plusieurs reprises par des personnes de l'AGE, il refuse d'intégrer leur unité et devient de ce fait un traître pour les staliniens, une cible, un ennemi politique qu'il convient de neutraliser. Nous sommes à la fin de la guerre, dans une période chaotique, propice, surtout pour les staliniens, à des éliminations politiques dont ils sont coutumiers.
Cette soirée-là, 2 ou 3 personnes parlant espagnol se présentent au domicile de la famille Roy où se déroule la petite fête. Ils sont connus d'au moins une partie des invités et sont accueillis sans crainte excessive et finalement invités à entrer. À cette fête, nous avons donc, en dehors des 2 ou 3 dernières arrivées, Palmira Tomés y Pérez, 28 ans, la femme de Ricardo, Isabelle Roy, 7 jours, la fille cadette de Ricardo et de Palmira, née à Castelnau-d'Urban, la reine de la soirée. Prosperidad Roy y Tomás, 6 ans, l'aînée, née en Espagne. Rosario Pérez Rodriguez, mère de Palmira, 49 ans. Evaristo Soler Crivel, 57 ans, demeurant à la Bastide de Céroux, un ami de la famille et militant libertaire, respecté dans le syndicat du bâtiment de Barcelone. José García Narváez, 46 ans, habitant à Castelnau-d'Urban. Garcia. Et Hurtadón, habitant à Castelnau-d'Urban. Au cours de la soirée, les nouveaux arrivants demandent à leur hôte s'ils ont des armes et s'ils savent les utiliser. Ils sortent alors leurs propres armes et les manipulent. Vers 22h30, l'un d'entre eux éteint la lumière et les 2 ou 3 individus tirent sur tout le monde. 2 des invités arrivent à s'enfuir par la fenêtre grande ouverte. Nous sommes au mois de juillet. Il fait chaud. L'un, certainement José García Narváez, s'enfuit. Mais il est rattrapé et tué sur le toit de la maison. L'autre, Hurtadón, se cache dans la maison voisine où on veille une morte. Il est poursuivi, mais les tueurs hésitent à forcer le passage. Après ce massacre, la maison est incendiée. Le décompte de la tuerie est le suivant. 7 victimes, dont 2 enfants et 2 survivants. Ricardo Roy, qui était absent, et Hurtadón, dont la trace n'a pas été retrouvée. Les 2 ou 3 tueurs, membres de l'UNE, font certainement partie du maquis de la Crouzette, le plus proche de Castelnau-d'Urban. Ce maquis est composé de maquisards FTPF et de guérilleros espagnols de l'AGE qui ont continué en France leur combat contre le fascisme. Ce maquis a eu un rôle essentiel dans la libération du Couserans et de Foix. Les 2 ou 3 assassins étaient selon toute vraisemblance venus chercher Ricardo Roy pour l'amener au col de Rille où siégeait le tribunal du peuple afin de le juger comme traître. Constatant son absence, ils auraient décidé d'exercer des représailles sur les personnes présentes sans aucune considération. Mais laissons Aurel Caballera, l'auteur de la brochure « On n'écrit pas l'histoire avec une gomme », nous en dire plus. Une des personnes qui a le mieux étudié la question est mademoiselle Dargent, qui faisait un mémoire avec le professeur Pierre Laborie. Donc, elle est assez documentée. Comme tout bon historien, la première chose que je fais, c'est d'aller aux archives départementales de l'Ariège à Foix, où je rencontre quelqu'un de très compétent qui va me guider. Et la première chose que j'exhume, c'est la liste nominative des étrangers en 1943. Donc il y a beaucoup de réfugiés politiques à Castelnau-d'Urban. Donc là, j'ai la liste et donc je vais retrouver dans cette liste la plus grande majorité des victimes de la tuerie du 15 juillet 1944. Donc je vais aller d'abord à la Bastide de Céroux. Après, je vais aller à Castelnau-d'Urban, où je ne trouve pas plus de tombes des tués de cette journée funeste, de cette soirée funeste du 15 juillet 1944. En revanche, je trouve facilement l'extrait de naissance de Isabelle. Oui. Et donc, elle est née. Et comment se fait-il que dans son extrait d'acte de naissance, il n'y ait pas l'acte de décès, ou la notation comme quoi elle est morte 8 jours après. Et donc,
de la même façon, je ne trouve aucune trace des autres protagonistes de cette affaire. Il n'y a aucune trace, il n'y a pas de trace d'enterrement, il n'y a une trace de rien. Ensuite, je vais à Paris, aux archives des armées, qui contiennent aussi les archives des gendarmeries. Donc je vais explorer toutes les gendarmeries de l'Ariège. Remarque en passant, les archives de la gendarmerie sont assez bien parce que les pages sont numérotées, ce qui évidemment empêche certaines falsifications. En revanche, je dois dire, mais de manière peu fréquente néanmoins, que de temps en temps, il manque des pages qui ont été coupées à la lame à rasoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, certaines personnes ont dû considérer qu'il y avait des choses embêtantes et ça a été fait proprement, on ne peut pas dire que ça a été saccagé. Et je vais passer un certain temps jusqu'à tomber sur la gendarmerie de Saint-Giron, où, à la date du 18 juillet 1944, est inclus dans la rubrique incendie 3 petites lignes qui font référence à l'incendie de la Casasse, où on a dénombré 5 victimes, et puis ça semble être un règlement de compte entre Espagnols, c'est des terroristes espagnols. Ensuite, il n'y a aucun dénombrement particulier, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est des enfants, si c'est des femmes, si c'est des hommes. Donc, déjà, du point de vue administratif, et puis, point tout. C'est-à-dire que, après, dans les pages suivantes, on aurait pu penser que l'enquête se poursuivait. Que nenni, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Aux archives départementales de Foix, où j'apprends que Soler veut que soit reconnu le décès de son père. Donc il y a un procès en 1954 qui déclare formellement que son père, Évariste Soler, a été tué à la Casasse le 15 juillet 1944 et que, point tout. Donc on reconnaît la date, on reconnaît le lieu et on reconnaît peut-être l'incendie. Comment se fait-il que devant un acte criminel comme ça, il n'y ait pas un juge qui ait commencé une enquête judiciaire pour dénouer cette affaire, puisque on reconnaît qu'il y a 7 morts, on reconnaît que le disparu, il a disparu, mais on ne sait pas où il est. Donc, on le décrète décédé. C'est le seul pour lequel on peut revendiquer un décès. Donc, une question qui se pose, qui me semble grave quand même, c'est où sont les corps de ces 7 personnes? C'est une question administrative dont, me semble-t-il, on devrait s'occuper. En Espagne, on s'occupe des fosses communes, dont la question indirecte qui se pose est de savoir s'il y a une fosse commune à Castelnau-d'Urban. Voilà donc notre source essentielle qu'on va recouper avec d'autres informations qui sont reportées par les uns et les autres, mais les plus précises, c'est celle de cette dame qui a été très sympathique, bien que nous ne voulions pas nous voir et surtout ne pas être enregistrés. Cette personne veut bien nous donner tous les renseignements, mais elle ne veut pas me voir. Et cette personne qui a été témoin très direct de la tuerie, pour la très simple raison qu'habitant Castelnau-d'Urban, elle est venue veiller une morte dans la maison voisine de la famille de Ricardo Roy. Donc, il veille la morte, et donc elle a 16 ans, et donc évidemment à ces âges-là, ces petits événements, entre guillemets, marquent quand même beaucoup le cerveau de quelqu'un, et donc elle nous met au courant pratiquement de l'essentiel de ce qui s'est passé. Mais que sont devenus les 2 survivants?
Ricardo qui n'était pas à sa fête, et l'Hurtadon qui était protégé par le décès de la voisine. Alors, premièrement, Ricardo Roy, d'après le témoignage de José Arizo, est allé donc se réfugier chez lui à Mirepoix, à 40 km. Et donc il est resté là, caché pendant un certain temps. Donc les deux, Ricardo Roy et l'Hurtadon, étaient devenus des cibles. C'était des cadavres vivants qui circulaient. S'ils n'avaient pas été exfiltrés, eh bien, ils seraient morts. Hein. C'est-à-dire que les staliniens n'hésitaient pas à les tuer. Trotsky à Mexico. Hein. Donc ils auraient pu tuer n'importe qui. Les deux ont disparu de la circulation parce que la CNT était tout à fait capable d'exfiltrer complètement les gens qu'elle le désiraient. L'enterrement des victimes n'a donné lieu à aucune cérémonie. Plus tard, malgré l'ignominie de cet acte, aucun hommage public ne leur a été rendu. Plus de 80 ans après, l'UNE ne l'a jamais dénoncé et ces turiféraires se sont tus. Bien triste cire. La société et les médias nous tympanisent avec les devoirs de mémoire. Pour notre part, nous avons essayé de faire parler les silences de l'histoire. Nous avons l'impression d'avoir accompli notre devoir de mémoire. Qu'en feront-ils ? Merci à toi, Andrel, et à toutes les personnes qui ont participé à ce que cette histoire ne soit pas écrite avec une gomme.